Il y a des rêves qui restent beaux parce qu'ils ne sont pas réalisés. Et il y a d'autres rêves qu'on croit très beaux, mais qui s'avèrent encore plus beaux quand ils se réalisent. Ce fut un rêve de toute ma vie de venir travailler à Paris. Et je dois dire que ce rêve-là est de la deuxième catégorie et qui ne fait que commencer. Et je dois cette réalisation à beaucoup de gens dans cette salle d'ailleurs, mais surtout à Nicolas Bergeron qui est là. C'est lui qui a surmonté, qui a fait beaucoup d'efforts pour surmonter toutes les difficultés reliées à ma personnalité vraiment barbante et aussi au mystère de l'administration française. Voilà. Et donc, de tous les défauts désastreux de mes exposés et toutes mes activités affolantes de soi-disant recherche que vous avez subies, c'est Nicolas qui doit en assumer la responsabilité personnelle. Je suis sûr que vous avez beaucoup de plaintes, et bien, je vous prie de bien vouloir les adresser à lui directement. C'est la dernière séance de mon cours et je vous offre un cadeau. Je commence avec quelque chose que tout le monde va reconnaître ou croit reconnaître. Je prends un ruban. Et vous allez tous dire, tiens, il va faire un ruban de Mobius. Mais il n'en est rien. En fait, je recolle les deux bouts sans rien tordre. Et voilà un ruban tout à fait ordinaire. Voilà. Que je me propose de couper le long de la ligne centrale. Vous savez tous et toutes ce qui va se passer, mais quand même, je coupe. Je coupe. Et lorsque je suis sur le point de couper, je m'arrête pour vous montrer un peu la configuration. Voilà, c'est un ruban tout à fait ordinaire que je scinde, bonjour monsieur, et que je scinde en deux en coupant. Voilà. Bon, vous savez ça, aucune surprise pour l'instant. Et ce n'est pas du tout ça mon cadeau. Rassurez-vous, il y a quelque chose qui vient après. Ensuite, oui, vous avez gagné. Je vais maintenant faire un autre ruban en fermant les deux côtés, mais maintenant en lui donnant une petite torsion. C'est le célèbre ruban de Mobius. Alors, attention, je vais lui imprimer une rotation de pi, un demi-tour si vous voulez. Mais pour notre commodité, on va dire que c'est un tour. Vous savez, beaucoup de mathématiciens, pour de bonnes raisons, préfèrent l'appeler un demi-tour, mais pour moi, ça, c'est un tour. D'accord? Ce sera important pour la suite. Et voici un ruban de Mobius, un des objets les plus célèbres. Et on ne peut pas le colorier de deux côtés parce que bon. Mais ici, ce que nous allons faire, c'est de le couper le long de la ligne centrale. Là encore, il y a beaucoup de livres et de médias de popularisation qui vous disent que c'est intéressant de couper le long de la ligne centrale votre ruban de Mobius. Peut-être qu'un grand nombre dans cette salle l'ont essayé. Quand même, c'est ça, juste avant de finir la coupure, et je coupe. Et tandis que la première fois, lorsqu'on avait un ruban ordinaire, ça s'est scindé en deux morceaux. Maintenant, pouf, il reste connexe. D'accord? Jusque-là, c'est très bien. Et comme j'ai dit, beaucoup de gens l'ont essayé. Mais, attention, il y a des gens qu'on appelle topologues, les géomètres, et qui font du travail dans ce genre de choses. Même les topologues les plus chevronnés au monde, en général, ne savent pas combien de torsions il y a dans ce résultat. Alors, il faut définir, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'une torsion? Mais je viens de vous définir. Ça, c'est une torsion, un tour. D'accord? Autrement dit, combien de copies de ce tour qu'on a mis dans le ruban de Mobius original se trouve-t-il dans ce résultat? Et j'en ai parlé à beaucoup de topologues, mais vraiment du plus haut niveau, et la plupart ne savent pas ou devinent faux, et il y a une très bonne raison. Mais on y reviendra, parce que ce n'est pas ça non plus mon cadeau. D'accord? Alors, le cadeau, ça commence maintenant. Nous allons maintenant prendre quelques-uns de ces rubans, ordinaires ou Mobius, et les recoller à l'angle droit comme ça. Et ensuite, c'est cet objet composé que nous allons couper le long de la ligne centrale, comme ça, et nous allons voir ce qui se passe. Il y a a priori, n'est-ce pas, 4 possibilités. On peut recoller ordinaire contre ordinaire, ordinaire contre Mobius, ou Mobius contre Mobius.
et M. Perestecki est en train de se dire « Tiens, Tadashi a perdu sa tête, il ne sait même pas faire l'arithmétique. » Mais en fait, lorsqu'on recolle Mobius contre Mobius, ces deux Mobius peuvent être de la même chiralité, peuvent être tournés de la même façon ou de chiralité opposée. On parle de chiralité parce que « cheir » en grec signifie main. Donc la main droite et la main gauche sont isométriques, mais en fait, on ne peut pas les, superposer par un déplacement qui préserve l'orientation. Donc, de même chiralité ou de chiralité opposée, il y a deux possibilités à l'intérieur du recollement de deux Mobius. Donc, il y a 4 possibilités. D'abord, faisons le plus simple, c'est-à-dire ordinaire contre ordinaire. D'accord ? Et maintenant, je colle les deux bouts d'un ruban, comme ça. Voilà un ruban ordinaire. Et l'autre ruban, je recolle les deux bouts. Et voici un ruban. À propos, si vous voulez montrer ce qui va suivre à votre famille, à vos amis, j'espère que oui, il est très tentant de faire d'abord les rubans et de recoller à l'angle droit, comme j'ai dit dès le premier abord. Mais en fait, ça vous force à aller dans un petit coin très, très serré, donc ce n'est pas très joli. Il vaut mieux préparer beaucoup de croix comme ça à l'avance et de coller les bouts, tchac, 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 ça va faire un rythme beaucoup plus agréable pour le spectacle. C'est un conseil d'ingénieur, voilà. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos rubans. Voilà. Donc ça, c'est l'objet, très intéressant. Et maintenant, je vais le couper le long de la ligne centrale, comme ça et comme ça. Alors, comme je les ai recollés à l'angle droit, il faudra un jour ou l'autre faire cette coupe en croix. Hein. Mais pour laisser le suspens jusqu'à la fin, je vais laisser la coupe en croix jusqu'à la fin aussi. Donc, je coupe presque entièrement, mais pas tout à fait, une des composantes. Et voilà, je coupe, je coupe, je coupe. Et d'autres composantes. Voilà. Il fait chaud hein, quand même, mais ça c'est l'été qui arrive à Paris. Voilà. Et je suis sur le point de finir la coupe. Voici à quoi ça ressemble. C'était ordinaire contre ordinaire que j'ai coupé le long de leurs lignes centrales respectives. Et maintenant, je vais terminer la coupe en coupant la croix. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Lorsqu'il n'y avait qu'un seul ruban ordinaire, eh bien, il s'est scindé en 2 morceaux. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'il va se scinder en 4 morceaux, mais il n'en est rien. Ce qui arrive, c'est un carré tout plat. Comme ça. C'est bien. Hein? Pourquoi un carré tout plat? Les gens qui connaissent trop de mathématiques, et il y en a beaucoup dans cette salle, disent que tiens, ce qu'on a fait finalement, c'est de prendre les deux générateurs de H1 d'un tore, et puis de, regarder le voisinage supérieur, et voilà, on a coupé, voilà, donc ça fait un carré, parce que c'est comme ça qu'à partir d'un carré, on a fait un tore en identifiant les bords. Ce n'est pas la peine de comprendre ce que je suis en train de balbutier. Hein. Mais enfin, il y a beaucoup plus que ça, parce que ça, ce que vous racontez, c'est de la topologie. Mais là, c'est vraiment de la géométrie en papier. Hein. C'est un vrai carré plat. Mais passons à l'étape suivante de complexité. On va maintenant recoller ordinaire contre Mobius. Ah, ça c'est très intéressant, parce que maintenant, on va insérer par rapport au cas précédent, de ordinaire contre ordinaire, une torsion. Donc, une des composantes, elle est ordinaire, il n'y a pas de torsion, mais l'autre est tordue. Et qu'est-ce qu'il va faire cette torsion? Elle va faire cette torsion que j'ai introduite, comme ça, dans la partie Mobius. Eh bien, cette torsion va affecter le résultat. Le résultat ne sera plus un carré plat, il sera changé. Peut-être que ce sera un carré tordu, je ne sais même pas ce que ça veut dire un carré tordu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quel sera le résultat? Eh bien, c'est bon de réfléchir, mais c'est aussi bon d'essayer. Donc, allons-y. Je vais commencer à couper. Ça, c'est ordinaire contre Mobius. Hein. Et ce qui est très intéressant ici, et très intriguant, c'est que j'ai introduit une petite torsion dans le Mobius. Et quel sera l'effet de cette torsion introduite? Comment va-t-elle affecter le résultat qui ne sera sûrement plus un carré plat? À propos, ce n'est pas non plus mon cadeau, donc vous pouvez vous endormir parce qu'il fait quand même chaud, comme j'ai dit, et je vais vous réveiller lorsque c'est vraiment votre cadeau. Mais ça, ce n'est que tout ça, c'est du préliminaire, voilà. Et maintenant, tout en parlant, je suis arrivé presque à la fin, voici ce que je vais couper.
c'était la partie ordinaire et l'autre, c'était la partie Mobius. Tordu une fois. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque je finis de couper cela? Je vais vous montrer, tchac, tchac, quelque chose qui va apparaître qui change au résultat final du carré plat. Eh bien, cette fois-ci, ce qui apparaît, c'est encore une fois un carré plat. Mais qu'est-ce que c'est que ce résultat? Je dirais que c'est un résultat qui est intéressant de façon décevante. Ou décevant de façon intéressante. Mais est-ce qu'on va obtenir un carré plat chaque fois? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel est le spectacle? Bon, c'est bien. Alors, maintenant, on va passer vraiment à votre cadeau. Nous allons faire nous avons fait ordinaire contre ordinaire, ordinaire contre Mobius. Maintenant, nous allons faire Mobius contre Mobius, mais de chiralité opposée. L'un des Mobius sera tourné dans ce sens et l'autre sera tourné dans ce sens. Si vous vous doutez, si on me regarde de derrière, est-ce que ce sera la même chose? Eh bien, c'est la même chose comme ça. Voilà, d'accord? Donc, opposé, toujours, même de derrière, c'est opposé, même de devant, c'est opposé. Et pour cette raison, il faut exercer votre mémoire à court terme. Parce que maintenant, lorsque je ferme un des rubans, disons consciemment que je lui imprime une torsion, disons, en vissant à droite dans le sens horaire des aiguilles d'une montre, comme ça. Est-ce que vous voyez? Comme ça. Et je fais un Mobius. Et il faut retenir ce que je viens de faire pendant quelques secondes, parce que je viens à l'étape suivante. Et lorsque je vais fermer l'autre ruban, je viens là, et je ne me souviens plus de ce que je viens de faire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, merci, heureusement que Marie Farge s'en souvienne. Alors, pour donner la chiralité opposée, il faut tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire anti-horaire, et en vissant à gauche. Et si on fait n'importe quoi, eh bien, vous avez une chance sur deux de voir quelque chose d'autre se passer. Voilà. Voici une sculpture en papier, qui est assez jolie d'ailleurs, à l'ombre, et que je vais couper le long des lignes centrales. C'est ça mon cadeau. Alors, j'ai fait ce discours semblable il y a pas mal de temps, mais vous savez, un cadeau en général, c'est un objet qui est cassable, qui pèse lourd, et lorsque vous passez par les sécurités dans les aéroports, on vous enquiquine. Mais là, c'est un phénomène, presque un théorème mathématique. Et un phénomène ne coûte rien du tout, pèse exactement 0 gramme, et lorsque vous passez par les sécurités dans des aéroports, eh bien, ils ne savent pas ce qui se passe. Voilà. Et vous pouvez aussi continuer à les partager avec vos amis et votre famille. Et je vais vous montrer ce qui se passe lorsque je coupe cet objet le long des lignes centrales, mais je vais aussi expliquer après la fin qu'il s'agit d'un morceau de mathématiques appliquées. Allons-y. Je commence à couper. Comme d'habitude, je laisse la coupe en croix jusqu'à la fin. Ça aurait été bien s'il y a une musique qui joue pendant que je coupe, mais vous pouvez la jouer dans vos têtes. Et voilà. Et je passe à l'autre composante. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? D'accord. Et c'est ça, mon cadeau à vous, en guise d'au revoir. Mais il y a la suite du spectacle aussi. Voilà la configuration juste avant la fin de la coupe. D'accord? Je vais finir la coupe. Il n'y a rien ici, il n'y a rien ici, ni ici. Il y a quelque chose ici, mais je ne vous montre pas. Alors, vous êtes prêts? Je coupe, tchac, tchac. Je ne fais que couper. Ce sont deux rubans de Mobius de chiralité opposée qui sont recollés à l'angle droit que j'ai coupés le long des lignes centrales. Et ce qui arrive, ce sont des cœurs enlacés. Enlacés. Et regardez, il y a un cadre dans lequel je peux mettre les cœurs. Un cadre, et en plus, vous n'allez pas croire, deux bagues qui accompagnent ces cœurs. Voici donc l'expression de mes sentiments distingués et cordiaux pour m'avoir accueilli si gentiment et ma famille ainsi de suite à Paris. Ce fut un rêve réalisé et encore plus beau que je ne l'imaginais. Merci. Merci. Alors, donc c'est un cadeau. Bien.
Alors, je vous ai promis qu'en fait, il s'agissait d'un morceau de mathématiques appliquées. Et pour cela, il faudra que je vous raconte une petite histoire. Patientez, il y a d'autres choses qui vont suivre. Hein, donc, c'est une petite pause. Alors, je suis tombé sur ce phénomène quand j'avais 7 ans. Et ne soyez pas impressionnés parce que j'étais un petit garçon japonais qui était intéressé par l'origami. On faisait beaucoup de choses. Et puis, j'ai dû lire quelque part qu'il était intéressant de couper un ruban de Möbius en deux. Et c'était intéressant d'ailleurs le résultat, et encore ici. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais de là à, comment dirais-je, recoller une succession de rubans de Möbius, c'est peut-être pas une étape inévitable, mais quand même il y a une progression heuristique, vous voyez. Donc je considère que c'est une découverte. La nature m'attendait comme ça, et je suis tombé là-dessus. Ce n'est certainement pas une invention. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres gens dans le monde qui se sont aperçus de ce phénomène. Alors, bien sûr, j'étais très content de le trouver et je l'ai gardé dans ma mémoire pendant longtemps. Et lorsque je suis allé à Princeton pour faire une thèse, j'ai rencontré John Conway. Vous l'avez connu peut-être certains, et il était toujours majestueux, une espèce de Falstaff de notre temps. Et j'essayais de lui montrer une chose après l'autre, et il disait toujours « Ah, ne m'embête pas avec des bêtises, je vais te montrer quelque chose de nettement meilleur. » Et il avait toujours raison. Mais c'est la seule chose qui l'a impressionné, en fait. Et après, je suis allé travailler, après de nombreuses années, en Afrique du Sud. Bon, il y a Ames aussi, mais à côté, j'ai aussi aidé à fonder et à travailler à une école maternelle pour les bébés séropositifs dans un bidonville à côté du Cap. Voilà. Et c'était très valorisant, aussi très triste, parce que chaque fois que j'y allais, la moitié de la classe était morte. Mais voilà. Et là, j'ai rencontré une jeune dame qui était évidemment la bonne personne pour moi. Hein? Et vous savez, lorsqu'on parle des applications de mathématiques, on songe toujours à la physique. Bien sûr, la physique et la mathématique sont développées ensemble, l'une a inspiré l'autre. C'est vraiment une interaction très extante de nos jours aussi. De plus en plus, il y a des applications, bien sûr, tous les ingénieurs s'en servent des mathématiques, et il y a des applications à l'informatique, à la statistique, de plus en plus à la biologie, l'économie, et ainsi de suite. Ce sont des applications, certes, très, très valables et très précieuses. Mais là, j'ai rencontré cette dame, enfin cette femme, Lisa, et au moment opportun, je l'ai sortie, et maintenant nous sommes mariés et nous avons 2 enfants. Une application de mathématiques. Ouais. Très bien. Bon. Alors, je pense qu'il était assez impressionnant que lorsqu'on a fait ordinaire contre ordinaire, un carré plat soit sorti. Alors, j'aimerais bien partager avec vous une façon de comprendre bien pourquoi ordinaire contre ordinaire, lorsqu'on coupe le long de la ligne centrale, devient un carré plat. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Bien sûr, en mathématiques, on utilise beaucoup de nombres, beaucoup de formules, formalisme, théorie en général, mais là, ce que j'entends par comprendre, c'est vraiment une compréhension au plus haut niveau. C'est-à-dire que j'aimerais que nous soyons capables, après, de passer un film dans nos cerveaux, visualiser vraiment et se dire « Ah oui, bien sûr, ça doit être un carré plat. » D'accord? Et à cet état de choses, nous avons vraiment compris que c'est un carré plat. D'accord? C'est ça que je veux réaliser avec vous. Alors, pour ce faire, on va répéter l'expérience. Qu'est-ce qui se passe lorsque je fais comme ça, un ordinaire contre un ordinaire que je coupe le long des lignes centrales. D'accord? Et bien sûr, on sait ce qui se passe d'ailleurs, le résultat est là, c'est un carré plat. Mais, encore une fois, notre tâche est de comprendre vraiment, profondément et très simplement pourquoi on obtient un carré plat. Est-ce qu'on peut visualiser et se dire oui, oui, bien sûr. Voilà. Alors, tout à l'heure, pour les raisons théâtrales, je disais quelque chose de bête. Oui, pour le suspense, je laisse la coupe, on croit jusqu'à la fin. Mais en mathématiques, ailleurs en sciences, il y a de bonnes idées et de mauvaises idées, de bonnes approches, de mauvaises approches. Une bonne approche peut tout ouvrir, tout simplifier. Et là, en fait, l'idée gagnante est de couper le long de la ligne centrale complètement le long d'un morceau. Il nous restera ensuite la tâche de couper le long de l'autre ligne, mais je vais la faire après. D'accord? Donc, je coupe. Et lorsque je finis de couper, ce qui apparaît, c'est cela. Une paire de menottes. Et certains diraient que c'est romantique aussi. Et connecté par une ceinture.
d'accord? Une ceinture qui n'est pas du tout tordue parce qu'il n'y a pas de torsion. Et à ce moment-là, je pense qu'à ce stade-là, beaucoup d'entre vous pouvaient imaginer déjà ce qui se passe lorsque je coupe le long de cette ligne centrale, mais quand même, je vais la faire parce que je m'en sers après. Donc, je pose ça, comme ça, et je me mets à couper. D'accord? Je continue à se faire chaud. Là, et je coupe. Et lorsque je coupe, vous voyez, cela s'ouvre tout doucement en un carré. Et là, vous pouvez tourner le film à l'envers. C'était comme ça. Je l'ai coupé en deux et il s'ouvre. Et à ce moment-là, exactement, nous pouvons maintenant visualiser, oui, c'est comme ça, ça devient un carré, bien sûr. Très bien. Mais ce qui est encore un peu plus étonnant, c'est pourquoi, lorsque j'insère une torsion supplémentaire dans la partie Mobius, on obtient toujours un carré plat. Cette torsion a disparu dans l'air. Pourquoi? Alors, répétons l'expérience. Maintenant, pourquoi obtient-on un carré plat lorsqu'on fait un ordinaire contre un Mobius? Attention, je fais une petite torsion pour former un Mobius. Voilà, un ruban ordinaire contre un Mobius et qu'on va couper le long des lignes centrales. Encore une fois, l'idée gagnante, c'est de couper le long de la ligne centrale de la composante ordinaire. Donc je coupe, et quand je finis de couper, ce qu'on voit, c'est encore une fois une paire de menottes, d'accord, mais connectées par une ceinture tordue, bien sûr, parce que c'est la torsion de Mobius que j'ai introduite, n'est-ce pas? Mais les bouts étant libres dans l'espace, on peut les défaire comme ça, et maintenant nous avons des menottes des côtés opposés. À ce stade, nous pouvons tous généraliser, n'est-ce pas? Si on avait un Mobius qu'on a tordu autant de fois qu'on veut, mais l'autre partie était pourvue que l'autre soit ordinaire, à ce moment-là, on peut défaire cela dans l'espace, et s'il y avait un nombre pair de torsions, 0 est un nombre pair, eh bien on aurait des menottes du même côté, et si on avait un nombre impair, on aurait des menottes comme ici, du côté opposé. D'accord? Mais alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer lorsque je coupe ça le long de la ligne centrale? C'est un peu plus difficile à imaginer, donc je vais demander à David de monter sur la scène pour être mon assistant. Alors David, est-ce que tu peux tenir le haut de cet objet et ne plus bouger? Bien. Alors, avant de couper le long de l'autre ligne centrale, je vais appliquer un tour de magie. J'attrape le bas et je retourne. Merci beaucoup. Mais c'est exactement la même chose. Comment? Je peux passer de l'un à l'autre, voilà, menottes du même côté, du côté opposé, mais c'est la même chose. Je peux tourner dans l'espace. Comme c'est la même chose, bien sûr, quand on coupe, on aura le même résultat. Vous voyez? C'est très bien. D'accord. Mais quand même, si on arrivait de façon naïve, naturelle, c'est ça l'état qu'on aurait obtenu, des menottes des côtés opposés. Et maintenant, je vais quand même couper cela le long de la ligne centrale. D'accord? Je coupe. Et là, vous vous rappelez sans doute tout à l'heure, lorsqu'on avait ordinaire contre ordinaire, et à ce stade, ça s'est ouvert tout doucement en un carré, mais ici, il y a quelque chose de tordu en bas. Mais ça ne fait rien, je secoue, et foup, ça se défait. Et secouer, défaire, après, ou ce tour de magie avant, c'est la même chose. On peut le retourner avant ou après, donc c'est toujours un carré plat qu'on obtient. Bien, Mazal Tov. Alors, vous êtes en train de demander combien de tours y a-t-il dans cet objet. Le spectacle est presque terminé, mais pas tout à fait. Alors, combien de tours y a-t-il dans cet objet? Vous vous rappelez, vous vous souvenez de ce dont il s'agit? Alors, c'est un ruban de Mobius, tout à fait ordinaire, qu'on a tordu une fois c'est ça, hein, de 90 degrés, 180 degrés, pardon, et qu'on a coupé le long de la ligne centrale. Il est resté connexe. Combien de tours fait-il, torsion y a-t-il dans cet objet? Alors, votons, parce que nous sommes dans une démocratie. Hein. Qui pense qu'il n'est pas tordu du tout, 0 tour? Non. Ah oui, il y a des gens quand même courageux. Et qui pense que c'est tordu une fois? Une fois? Non? D'accord. 2 fois?
Ah, mais c'est très bien, la majorité. Mais vous savez, ça, 2 fois, c'est l'option pour laquelle votent la plupart des citoyens raisonnables. Donc, je vous félicite, c'est très bien. Et 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, ça va, bon, très bien. Alors, d'abord, je vais baragouiner un tout petit peu. Je vais vous convaincre que c'est tordu un nombre pair de fois. Pourquoi? Parce que si vous trouvez ça un peu ennuyeux, endormez-vous, je vais vous réveiller encore une fois. Alors, prenez un ruban ordinaire qui n'est pas tordu. Quel est son bord, c'est-à-dire la frontière? Eh bien, dans cette configuration que vous imaginez, il y a le cercle du haut qui fait partie d'une frontière et aussi le cercle d'en bas. Donc, il y a 2 composantes du bord, d'accord? Deux cercles qui forment le bord ensemble. Alors que si vous avez un ruban de Möbius qui est tordu comme ça, d'accord? Et lorsque vous commencez à tracer votre doigt en haut, eh bien, vous passez en bas, vous revenez en bas et vous passez en haut. Il n'y a qu'un seul cercle comme bord. Donc, et c'est général. Si vous avez un ruban qui est tordu un nombre pair de fois, vous avez 2 cercles comme le bord, et vous tordez un nombre impair de fois, vous avez un seul cercle comme bord. Et là, maintenant, je vais commencer mon exposé. Imaginez que votre ruban de Möbius soit fait de cette façon-là. Vous avez un ruban devant vous et qui vient vers moi. Et de mon côté, il est tordu une fois et il passe devant et on recolle. C'est ça le ruban de Möbius. Et imaginons aussi que le ruban de Möbius a été divisé en 2 parties par la ligne centrale. Et là, vous commencez, alors en France, vous conduisez à droite. Très bien. Donc, vous commencez à conduire à droite votre voiture, et s'il n'y a pas de torsion, eh bien, vous reviendrez tout simplement du côté droit. Et vous finissez. Ah, mais comme il y a une torsion derrière, vous revenez à gauche. Ah, c'est bizarre, je suis en sens interdit, mais ce n'est pas grave, donc je continue. Et derrière, je passe à l'autre côté, et vous revenez à droite, et vous terminez. D'accord? Vous avez fait 2 circuits pour terminer. Et là, en l'occurrence, on a démontré qu'en fait, le résultat est connexe. Bon. Mais pour chaque circuit, vous êtes passé par cette zone un peu mystérieuse de Möbius, d'accord? Et alors, combien de torsions s'est-on ramassé? Bon, d'abord, le ruban de Möbius original avait un seul cercle comme bord. Et lorsqu'on l'a coupé, on a introduit une autre composante du bord. Donc, on a 2 composantes. Ça veut dire que d'abord, il doit y avoir un nombre pair de torsions. Ensuite, nombre pair, donc 0, 2, 4, mais ça doit être 2 quand même, parce que vous savez, vous avez fait 2 tours, et deux circuits, pardon, et chaque circuit est passé par cette zone mystérieuse, c'est ramassé une torsion, et voilà, 2 circuits, 2 torsions. Donc ça doit faire 2 torsions. Eh bien, vérifions. C'est presque une démonstration. Et David, si tu peux monter en scène encore une fois. Et tiens-moi ça et ne bouge plus. D'accord. Est-ce que vous voyez, dans cette configuration, j'ai concentré toutes les torsions dans la partie supérieure, la partie inférieure n'est pas du tout tordue. Vous êtes d'accord? Et je vais maintenant infliger la violence terrible de couper la partie inférieure, ne bouge pas. Et voilà, toutes les torsions sont ici, entre nos 2 doigts, nos deux mains. Maintenant, je me mets à défaire ces torsions. Et de combien de tours je dois défaire pour avoir quelque chose de tout droit? Ça, c'est le nombre de torsions qu'il y avait dans cet objet. Bien. Alors, comptons. 1. On se rappelle que 1, c'est ça. 2. Tiens, malgré toute cette démonstration très convaincante, en fait, c'est encore tordu. 3. On sait a priori que ce n'est pas un nombre impair, mais là, et 4. 4 tours. Merci beaucoup. 4 tours. Pourtant, on vient de presque démontrer que c'était 2 tours. D'où viennent ces 2 tours supplémentaires qui font 4? Et là, je dois vous livrer un secret. Ça, encore, ça fait partie de la digression. La fin du spectacle vient après, donc ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, il fait très chaud. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu des scientifiques. Vous savez, lorsqu'on apprend la géométrie élémentaire, la géométrie différentielle des courbes dans l'espace, on apprend une notion de torsion. Alors, torsion, ici, vous savez, ce papier sert du plan rectifiant, c'est-à-dire le plan porté par la tangente et la binormale. Et donc, il est tout à fait
tentant de dire que, bon, si on a un circuit et on intègre, c'est-à-dire on fait la somme de la torsion le long de ce circuit, ce qu'on obtient après l'intégrale, comme ça, et le nombre global de torsions qu'on a dans l'objet. Donc la formule serait l'intégrale de torsion est égale au nombre de torsions globales. Et cette hypothèse ne semble pas déraisonnable parce que si on fait un tour comme ça, vous voyez que le papier est vertical partout, donc la torsion est zéro parce que le plan rectifiant ne bouge pas. Et donc on a zéro torsion. Si on intègre zéro, on a zéro, et effectivement, ce n'est pas tordu. Mais attention, ce n'est pas vrai cette formule. Parce que maintenant, supposons que nous fassions 2 tours sur nous-mêmes, comme ça. On dit un recouvrement de degré 2. Et là, encore une fois, le papier est presque vertical partout, donc la torsion est 0, on intègre 0, on aura 0 comme nombre de torsions globales. Mais il n'en est rien, parce que lorsqu'on défait, voilà, c'est tordu. Combien de fois? 1, 2, 2 fois. Donc, ce n'est pas vrai que l'intégrale de la torsion, comme ça dans un circuit, vous donne le nombre total de torsions globales. En fait, il y a un terme de correction. La bonne formule, c'est que l'intégrale de la torsion plus ce terme de correction vous donne le nombre de torsions globales. Quel est ce terme de correction? Chaque fois que vous faites un tour supplémentaire, un circuit supplémentaire, vous ramassez 2, il se trouve. Et là, dans le cas de Möbius, je touche à ma fin, vous avez fait 2 circuits. Donc un circuit, c'était obligé, mais on a fait un circuit de plus. Donc il y avait 2 torsions qui viennent de cette zone mystérieuse, mais comme on a fait un circuit supplémentaire, il faut ajouter 2, et 2 plus 2 font, si je me souviens bien, 4. Très bien. Bon, je suis très content que vous posiez cette question. Merci d'avoir posé la question, de savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a 2 Möbius de la même chiralité? Eh bien, je suis vraiment content que vous ayez posé cette question. Bon, alors, on va regarder ça, et je vous préviens, le résultat n'est pas du tout si romantique que ce que nous avons eu pour 2 rubans de Möbius, de Möbius, de torsion opposée. D'accord? Ah, mais avant de passer, est-ce que vous voulez patienter encore peut-être 2 minutes? Parce que je veux parler aux mathématiciens, vous savez, il y a des gens comme ça dans la société, à propos de ces choses. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Encore une fois, je vous réveille après. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est en fait ces Möbius qui sont recollés les uns après les autres, c'est une espèce d'éclatement en géométrie algébrique. Maintenant, on va travailler non pas sur C ou sur d'autres anneaux et ainsi de suite, mais tout simplement sur R. Et imaginons un plan réel, R2, et qu'on éclate en un point. Alors, qu'est-ce qui se passe? Éclatement, en général, on enlève la boule et on recolle le projectif. Ici, le projectif RP1, c'est un cercle qui revient à son point initial, non pas au bout de 2π, mais seulement au bout de π. Donc, si on regarde le long de la classe exceptionnelle qu'on a éclaté, le voisinage tubulaire, ce qu'on a recollé, c'est un ruban de Möbius, parce que ça se retourne lorsqu'on a fait un tour de π. Et du coup, si vous avez une succession de rubans de Möbius que vous avez recollés, ça revient en fait à éclater R2, un nombre fini de poids, comme ça. Et on regarde la topologie, si vous voulez, du voisinage tubulaire. Alors, donc c'est un objet que les géomètres algébriques et les topologues connaissent très bien. Et pourtant, personne ne va venir ces cours enlacés. Pourquoi? Parce que je pense depuis Gauss, qui s'érige comme un monument historique entre le 19e et le 18e siècle, qui annonce la naissance des mathématiques modernes, on a tous appris que, en fait, la façon adulte de penser à la géométrie, c'est la façon intrinsèque. Bon, jusqu'à maintenant, il y avait un prolongement un peu au hasard dans l'espace ambiant, mais non, il faut regarder, par exemple, la géométrie intrinsèque, quels sont les invariants d'isométrie, et ainsi de suite, et qui ne dépendent pas de... Bon, et ainsi de suite. C'est très bien, d'ailleurs, la topologie a fait un progrès géant grâce à cela. Mais là, vous savez, ça, c'est un effet purement extrinsèque. C'est-à-dire que cet enlacement, enfin, comment dirais-je, très romantique des 2 cœurs, c'est parce qu'on a un prolongement très particulier dans l'espace ambiant de 3D. Et là, donc, c'est l'interaction entre la géométrie extrinsèque et la géométrie intrinsèque qui vraiment met tout en valeur. Et nous n'avons pas tellement l'habitude, je parle pour moi-même, de penser à des questions extrinsèques. C'est pour ça que je pense que personne ne va venir.
Fin de parenthèse. Maintenant, je vais faire la fin. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on recolle deux rubans de Möbius de chiralité identiques? D'accord? Merci de votre patience. Le spectacle touche à sa fin. Rappelons-nous qu'en fait, on fait le tour dans le sens horaire, toujours, et ensuite, il faut refaire la même chose parce que maintenant, on veut la même chiralité. D'accord? Alors, je vous dis que le résultat sera très triste parce qu'il n'est pas si romantique que les cours en sait, mais il contient quand même un mystère de sa part. Voilà la sculpture en papier pour la dernière fois que je coupe. Ce que je suis en train de couper, c'est un objet très symétrique, il va sans dire, parce que ce sont deux copies de Möbius de chiralité identique jusque-là, qui ont été recollées de façon symétrique l'un contre l'autre, à l'angle droit. Et en fait, il y a une symétrie d'ordre 2 dans l'espace. On peut le tenir comme ça. Si on le retourne, il revient à sa position, d'accord, de période 2. Donc c'est très, très symétrique, cet objet. D'autre part, il y a une croyance très répandue, même une conviction à travers les sciences et la vie de tous les jours, que si on a une situation, un objet symétrique, et on applique une opération symétrique, eh bien, le résultat qui en sort sera symétrique aussi. La conservation, pour ainsi dire, symétrie. Les Français qui aiment les noms propres appellent ça le principe de Curie. Mais enfin, ça tombe sous le sens. Bon, vous avez peut-être entendu parler de la brisure de symétrie, mais ça, c'est de la triche, parce que la brisure de symétrie, ça veut dire toujours qu'il y a un petit grain minime, infime d'asymétrie, mais qui explose pour donner une symétrie vraiment impressionnante. Alors, donc, on parle de ce mécanisme d'instabilité, c'est ça la brisure de symétrie, alors que là, c'est des mathématiques pures. La topologie qui n'a rien à voir, qui ne permettent pas d'erreur. L'objet est symétrique et je coupe le long de la ligne centrale. Il n'y a pas d'opération plus symétrique et donc le résultat doit être symétrique. D'accord? Je coupe cet objet symétrique avec une opération symétrique. Voilà, et je finis de couper presque. Voici pour la dernière fois la configuration de ce que je vais couper. Et tchac, tchac, tchac. Bon, je vous avais prévenu que d'abord c'est triste. Il se sépare. Mais un des objets est une espèce de bateau qui n'est pas tordu dans l'espace. Mais l'autre objet est un dugone, c'est-à-dire qu'il a deux coins, et ces quatre coins viennent bien sûr de la croix, mais qui est tordu. Et j'ai beau essayer de défaire cette torsion, on n'y arrive pas. En fait, elle est tordue essentiellement dans l'espace. Donc, à partir d'un objet symétrique, j'ai appliqué une opération symétrique, d'où sont sortis deux objets non symétriques. Mais qu'est-ce qui se passe? Merci. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, vous savez, jusque-là, vous êtes une foule, mon assistance préférée au monde, donc j'ai tout fait gratuitement, mais à partir de là, il faut que je passe un chapeau. Mais lorsqu'on me pose une question comme ça, tout à fait justifiée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ma réponse, si j'ose être un tout petit peu méchant, mais aussi de bonne volonté, ma réponse, c'est que vous avez autant d'accès à la nature que moi. Ce n'est pas la peine de m'écouter. Vous essayez et vous allez découvrir. Et à propos, je fais une suggestion, c'est très bien de colorier vos rubans de Möbius. Parce que là, après, je sais d'où vient une partie donnée et ainsi de suite. C'est aussi très joli. C'est la même question en plus précis de se faire échapper. Est-ce que c'est vraiment symétrique? Parce que vous dites que c'est symétrique et c'est une opération symétrique. Oui, alors la question est, est-ce que c'est symétrique? Est-ce que je ne vous ai pas... Enfin, il n'y a pas d'arnaque, mais bien sûr. Bien sûr. Bon, la question suivante. Quand on fait l'anneau contre le Möbius, on a un choix pour la croix, on peut couper soit le ruban, soit le Möbius. Ah d'accord, donc le long de la croix, on peut couper comme ça d'abord, comme ça ensuite, ou comme ça ensuite. Est-ce qu'il n'y a pas une dépendance dans l'ordre? Merci, donc M. Serre est
enfin, toujours perceptible. Donc, je vais répondre à cette question. C'est vrai que lorsque j'ai recollé 2 anneaux et puis je coupe une partie de l'autre partie, je peux faire dans l'ordre inverse, hein, et comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas de dépendance de l'ordre? À mon avis, non. Et je pense que la façon dont je me convaincrai, c'est de se dire que, en fait, les coupes sont déjà faites, mais sont collées à peine par une succession de petites particules collantes. D'accord? Et à ce moment-là, je siffle et je dis à toutes les particules de se séparer. Pouf! Et ça se sépare. Le résultat, c'est la même chose que si j'avais coupé dans un ordre ou dans l'autre. Et donc, ça ne dépend pas de l'ordre. Il y a une autre question? Oui, je voudrais juste dire que la notion de symétrie est extrêmement ambiguë. Donc, elle a montré donc, un objet symétrique, une coupure, et tu as dit après il est non symétrique. En fait, il est toujours symétrique. Oui, d'accord, d'accord. Bon, on commence à avoir beaucoup de discussions intelligentes. C'est là, bien sûr, qu'il faut quitter la salle pour un magicien. Oui, oui, je suis d'accord. Mais quand même, c'était bien. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Alors, Tadashi, je crois que vous aviez un message. Voilà, j'ai 3 messages. Vous savez qu'il y a 3 espèces de mathématiciens, ceux qui savent compter et ceux qui ne savent pas compter. Bon, alors, j'ai 3 messages. D'abord, comme j'aperçois un certain nombre de mes collègues du secondaire et des classes préparatoires, j'aimerais tout particulièrement les saluer parce que la France est un pays très particulier. Vous croyez que le Japon est singulier, mais la France est encore plus. Et ces professeurs du secondaire et des classes préparatoires font un métier extraordinaire. C'est-à-dire que, bien sûr, point de salut en dehors de la génération montante. Et c'est vous qui vraiment jouez le rôle déterminant, l'avenir. C'est notre seul salut. Donc, je pense que je vous dois une reconnaissance continue pour le travail que vous faites chaque jour. Vous savez qui vous êtes. Ça, c'est le premier message. D'accord, très bien. Le deuxième message, oui, très bien. Le deuxième message, c'est que, ce n'est pas un message, c'est une anecdote. Vous savez, vous connaissez peut-être George Bernard Shaw. C'est un écrivain d'origine irlandaise très célèbre. Et George Bernard Shaw et Winston Churchill ont été des amis qui se taquinaient tout le temps. Alors, un jour, Bernard Shaw envoie une lettre à Churchill en disant « Cher Churchill, 6 juin, 2 billets pour la première de ma nouvelle pièce de théâtre, East End. Venez avec un ami si vous en avez un. » Et Churchill lui répond en disant « Cher Shaw, malheureusement mes engagements politiques et voilà, les rendez-vous ne me permettent pas d'assister à la première soirée, je viendrai à la seconde s'il y en a une. » Un des plus grands privilèges qu'offre un rêve réalisé comme ça, à Paris, c'est l'opportunité de se renouer d'amitié avec de vieux amis, mais aussi d'en faire de nouveaux amis. J'espère qu'il y aura une deuxième fois. Merci.